Salut Joanie! Salut Joanie! Hey, salut les gars! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. On le sait que je pense que tu es à Trois-Rivières, ça se peut-tu en ce moment? Une petite journée de congé. Une rare journée de congé. Ouais, ben pas vraiment congé, là, il est 8 heures, mais moi, j'étais à Trois-Rivières en stage pour 2 mois. Fait que OK. c'est ça. Quand tu dis Nice. pas vraiment en congé, c'est que vous êtes, tu rappelles, quasiment à temps plein ou? Mais dans le fond, c'est comme quand on est à Montréal, on fait un stage ici pour voir un autre milieu. Fait que c'est des journées là, normales à l'hôpital. Puis on a des gardes à part de ça, mais là, je suis pas de garde ce soir, fait que il risque pas de m'appeler pendant l'entrevue. Ben, ça aurait été quand même, ça aurait été quand même le fun, ça, recevoir Ouais. un appel. Ouais, faut que tu M'emmène rentres. avec moi faire une épidurale. Ah ouais, non, c'est ça. Justement, comment que c'est pour toi? Là, tu sais, c'est une nouvelle vie quand même. Là, on est des athlètes, on a fait ça toute notre vie. Tout arrive, puis c'est une pandémie quand même là, dans tes débuts. Là, c'est-tu un gros test pour toi? C'est-tu le plus gros test dans ta vie? Ou... Ben, c'est quand même quelque chose. C'est toute une transition, passer du sport à retourner sur les bancs d'école, puis par la suite arriver à l'hôpital. C'est deux transitions différentes. Premièrement, les bancs d'école, là, ça faisait longtemps que j'avais pas étudié à temps plein. Mais ça s'est quand même vraiment bien passé. Moi, j'ai adoré l'école. Puis après ça, retourner à l'hôpital, arriver comme ça en temps de pandémie, apprendre une nouvelle job, puis vraiment, même si tu as des connaissances théoriques, arriver aux cliniques, il faut que tu les appliques. C'est Ouais. vraiment une autre game, surtout en anesthésie où c'est plus technique. Il y a une courbe d'apprentissage quand même assez intense au début. Puis il faut mettre son ego de côté. Puis même si tu étais habitué d'être un des meilleurs dans ton sport, ben, tu recommences au bas de l'échelle comme tout le monde. Tu réalises-tu, tu sais, des fois, quand on fait du sport, on prend ça au sérieux, puis même quand on voit le hockey, là, des fois, on dit, hey, calmez-vous, c'est du sport, on sauve pas des vies. Mais toi, tu as fait les deux. C'est-tu vrai que la pression, on s'excite un petit peu trop pour le sport? Mais c'est normal, je veux dire, quand tu es athlète, tu dédies tout ton temps, toute ta vie à ça. Fait que tu t'attends des résultats, tu as des objectifs. Euh, fait que c'est normal, je pense. Mais oui, c'est vrai que des fois, avec le recul, je relativise un peu. Je fais, ouais, c'était peut-être pas la fin du monde que je termine deuxième à cette compétition-là ou que je manque le podium. Ou à ce moment-là, c'était tout mon monde qui chavirait. Mais je pense que n'importe quel athlète avec un peu de recul se rend compte que c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. À quel point justement ça t'a aidé, tu sais, ta carrière d'athlète dans le monde de la médecine aujourd'hui? Je sais que tu crois beaucoup, tu as parlé qu'être une athlète pour la santé mentale et tout ça, le sport en général, c'est tellement important. À quel point toi, ça t'a aidé dans ta vie? Ben, je pense que le sport, c'est une école de vie. Euh, c'est plein d'apprentissages cachés, par exemple, surmonter les échecs, vivre avec ça, se fixer des objectifs, travailler en équipe, euh, vivre avec la pression aussi. C'est toutes des choses qui peuvent se transférer, mais en même temps, quand tu recommences à zéro dans un autre milieu, des fois, je me demande si vraiment ça m'aide, mais c'est sûr que c'est des apprentissages qui sont précieux. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ça, j'en suis convaincue. Après, il faut juste trouver une façon de l'appliquer quand on fait cette transition-là. Mais pour la santé mentale, parce que tu sais, on en parle souvent, les jeunes, à quel point il faut faire plus de sport, il faut bouger, ça a été difficile pendant la pandémie. C'est quoi le point pour la santé mentale selon toi? Parce que tu as vécu les deux côtés. Hein. Ben oui, je pense que le sport, ça aide beaucoup à la santé mentale, mais c'est un couteau à double tranchant quand tu es un athlète de haut niveau, parce que c'est plus juste le sport que tu fais le soir pour te déstresser, là, mais ça peut être assez intense quand tu vis, c'est ça, des moments plus difficiles dans ta carrière ou quand ça va moins bien. Mais je pense que quand on est en fin de carrière, on le voit, il y a beaucoup d'athlètes qui vivent des dépressions, des petits Mhm. blues, parce que justement, c'était tellement intense. Tu commences quasiment par le dessert dans ta vie, mais c'est pas tout le monde qui réussisse à bien transitionner ou qui ont un plan clair, ou c'est pas tout le monde qui termine leur carrière au moment où ils le désirent. Des fois, ça se termine par une blessure ou ça se termine de façon un peu plus amère. Dramatique, ouais. Mais c'est sûr que je pense que dans la vie de tous les jours, en tout cas dans ma vie, je le remarque, c'est pas si facile de continuer à faire du sport, même quand tu as été athlète de haut niveau. Quand tu as une vie occupée, tu as un travail, il faut vraiment mettre ça à l'horaire, pas le choix. Puis ben, je le vois, les semaines où j'ai le temps d'aller faire un petit peu de ski de fond ou d'aller marcher dehors, ça fait une grosse différence sur mon état mental. Euh, Fait que oui, je pense que ça fait partie d'une vie équilibrée en santé. Pas juste pour la santé mentale, mais la santé
physique aussi. On le voit, les gens qui sont en forme vont mieux vieillir, avoir une meilleure qualité de vie aussi. Fait que je pense que pour profiter de la vie, tu n'as pas le choix d'avoir le sport dans ton équation. Est-ce Pour qu'on... bouger, Guillaume. Ouais, d'après moi, c'est parce qu'on le met pas à l'horaire. C'est juste ça le problème. C'est juste ça notre problème, je pense. Est-ce que, tu sais, c'est peut-être bizarre ma question, là, mais tu as été athlète toute ta vie, donc tu as fait des sacrifices. Là, tu t'en vas en médecine, c'est beaucoup de sacrifices. Est-ce que t'as-tu eu le temps de profiter de ta vie à quelque part de jeune fille qui fait le party, qui s'amuse, puis là, comme médecin, t'as-tu le temps de t'amuser aussi? Tu sens-tu un peu des fois que tu fais comme, on dirait que j'ai toujours sacrifié plein de choses? Ouais. Oui et non. Je pense que quand on est athlète, là, vous le savez, oui, on s'entraîne fort, mais on a quand même du temps pour célébrer ensemble. Puis moi, j'ai eu une transition quand même assez smooth. J'ai été chanceuse de pouvoir faire des tournées de spectacles avec toute ma gang avec qui j'ai grandi. Dans le fond, on était comme une grande famille. On a voyagé au Japon, en Chine, en Corée, partout au Canada, aux États-Unis. On est allé en Suisse. On a vraiment fait des beaux voyages ensemble. On travaillait fort. Des fois, c'est des journées de 12 heures à l'aréna, mais quand on avait des journées de congé, on en profitait. Là, puis oui, on fêtait un peu des fois après les shows. Puis ça a fait du bien. J'ai peut-être fait 6 ans de spectacle sans avoir de compétition dans ma vie. Puis c'était un mode de vie vraiment plus relax où j'ai pu en profiter. J'adore comment elle raconte, puis elle a un sourire en coin qui vient de plus qu'elle y pense. Mais quand tu parles de tourner avec le monde, c'est Skate Mania, c'est ça? Ou ça, c'est même avant ça? Mais j'ai fait une tournée qui s'appelait Stars on Ice. C'était au Canada. Il y en avait un petit peu partout dans le monde. Comme en Suisse, il y avait Art on Ice qui était vraiment un super de beau spectacle avec des artistes. Là. Il y a eu Nelly Furtado une année, Wow. Tom Odell. On pouvait patiner en même temps qu'eux. Ils chantaient. C'était vraiment des beaux spectacles. Vraiment des belles rencontres là, que j'ai eu la chance de faire grâce au patinage. As-tu eu des discussions avec ce monde-là? As-tu eu la chance de partager de beaux moments? Tu sais, tu parles de Nelly Furtado, y en a-tu d'autres? Encore une fois, le goût de rire, c'est drôle. Hein? Je pense qu'on on va trouver de quoi à un moment donné. Ce qui arrive en tournée reste en tournée. Mais non, c'est vraiment c'était le fun. Nelly Furtado était très sympathique. Elle venait au party. Il y avait une petite réception après le spectacle. Puis elle chantait, elle rappait pendant qu'elle était sur la piste de danse. C'était le fun de rencontrer du monde d'autres domaines, d'autres milieux. Il y avait des danseurs aussi. Puis c'est vraiment une belle gang. Là, c'est où? Tu sais, tu dis on a voyagé à travers le monde. C'est où que tu as vécu le plus gros clash ou l'expérience qui t'a vraiment déstabilisé le plus? Parce que puis c'est juste d'aller dans un autre pays, c'est la nourriture, la façon, le sommeil, le décalage horaire. Mais c'est où la fois que tu as comme cette fois-là, ça a vraiment été tough? Ben, je pense que partout où on voyageait pour le patinage, veux pas, c'est des pays quand même assez industrialisés. Là. Quand on allait au Japon, en Chine, oui, il y a un clash de culture, il y a un clash la bouffe est différente, la façon de travailler. Par exemple, les Japonais vont jamais te dire non en face. Fait que, il faut apprendre à vivre avec ça puis les connaître. C'est des beaux voyages, mais je pense que les voyages qui m'ont le plus déstabilisé, c'est les voyages que j'ai faits avec Right to Play en Afrique, que ce soit au Ghana ou au Rwanda. De voir vraiment complètement autre chose. C'est des pays où on dormait dans des petites cabanes avec le strict minimum, pas d'électricité des fois. C'était vraiment déstabilisant les premières fois, puis de voir comment les gens vivaient là-bas aussi. Mais je pense que ça a été dans mes voyages les plus riches, je dirais. C'était quand même des beaux voyages. Ça, c'était encore une fois C'était pourquoi ce voyage-là exactement? Ben, Right to Play, c'est une fondation qu'un patineur de vitesse européen avait mis sur pied pour justement enseigner les jeunes dans des pays défavorisés par le sport, plein de trucs dans la vie, que ça ait rapport à la santé, la place des femmes dans le milieu du travail, pour vraiment aider à changer les mentalités dans ces pays-là pour les rendre plus autonomes puis qu'il y ait un meilleur futur, dans le fond. Si je veux t'entendre sur. Tu sais, on parlait tantôt t'es en médecine maintenant. Ton parcours comme athlète a été entremêlé un petit peu avec la médecine, avec les études. Comment est-ce que tu as navigué là-dedans pour te rendre là? Tu sais, tu dis pas demain matin, moi, demain matin, je peux pas dire que je veux être médecin. Là. Premièrement, ouais, c'est ça. Non, laissez faire. T'as même pas tes mathématiques 4-16, là. Tu sais, tu captes-toi l'air, là. Maxime. Il est mesquin. Ouais. Mais comment t'as fait? Tu sais, il doit y avoir eu un certain moment donné où tu as dû faire je veux être médecin ou je veux être athlète olympique, là, tu sais.
Ben, c'est que j'ai toujours voulu faire les deux. Quand j'étais arrivée au cégep, je voulais appliquer en médecine 2 ans plus tard. Finalement, le patinage s'est mis à bien aller. Fait que c'est là que j'ai commencé à être à temps partiel. Puis peut-être à mettre une croix sur la possibilité d'aller en médecine un jour parce qu'ils demandaient à l'époque de faire ton cégep en 2 ans. Mais j'ai quand même fini mes sciences de la nature avec la motivation d'avoir les notes qu'il fallait pour entrer en médecine, en sachant que c'était peut-être pas possible. Euh, Puis c'est ça, après 6 ans de spectacle, de tournée, je me suis dit, ben, à un moment donné, ça prend autre chose dans la vie. Je me vois pas faire ça jusqu'à 50 ans. Oui, j'aurais peut-être pu continuer un autre 5-6 ans de plus, mais je voulais penser au futur. Je voulais avoir une vie un peu plus stable, tu sais, vivre dans les valises d'un hôtel à l'autre. À un moment donné, c'est le fun, mais ça fait son temps. Puis la médecine, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, le corps humain m'intriguait. Euh, Fait que moi, j'ai toujours gardé ça comme dans le derrière de ma tête. Puis finalement, quand c'est arrivé, j'ai appliqué un peu sur un coup de tête, pour être bien honnête. Mais quand j'ai eu ma lettre d'acceptation, je me suis dit, OK, wow, cette opportunité-là ne va pas revenir, il faut que je la saisisse. Euh, mais ouais, je pense qu'en tant qu'athlète, on est toujours curieux de comprendre les blessures, Ouais. comment on peut récupérer plus rapidement. Puis même, j'ai eu des gens autour de moi malades, puis ça m'intéressait de comprendre les traitements, les chirurgies, peu importe, là. Est-ce que ça t'a. Un jour, tu aurais envie, tu sais, on voit les docteurs, Dr. Mulder, que ça fait 35-40 ans qu'il est avec le Canadien. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un jour de suivre une équipe professionnelle, devenir le médecin attitré à ces équipes-là? Je ne le sais pas encore. Pas pour l'instant. C'est sûr que le voyagement, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Mais c'est sûr que de travailler avec des athlètes, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ouais, En certainement. anesthésie, à la clinique de la douleur, c'est quand même super intéressant, toutes les techniques qui se font pour gérer la douleur. Euh, mais suivre une équipe sur la route, là, je ne sais pas. Peut-être que dans une couple d'années, ça va me manquer assez pour vouloir recommencer. Moi, c'est ce qui ouais. Ah, Je veux savoir comment ça a commencé, cette aventure-là, dans le sport, le patinage et tout ça. Pourquoi, tu sais, nous autres, nos idoles, c'était Patrick Roy, Mario Lemieux. Toi, c'était qui? parle pour Pourquoi tu as toi. décidé de C'était faire Elvis ça? Stoïko. Toi aussi? C'est pour ça que je patinais de même. Faites des cours, moi. Tu sais que j'ai déjà entendu qu'il a donné une volée à Eric Lindros dans un Moi bar. aussi, j'ai entendu Ouais. ça. Je sais pas. C'est sûr que c'est vrai, ça. On devrait avoir la confirmation. Non, c'est pas vrai. Non, mais comment ça a commencé, Joanie? Ben, mon père était un gros fan de hockey, puis il coachait à Berthierville une équipe là, récréative. Puis ma mère, souvent, on allait le chercher le soir à l'aréna, puis il me faisait faire des petits tours de glace sur ses épaules, là, puis ça a commencé comme ça. Puis sinon, la pêche sur la glace, l'hiver, en face de chez nous. J'habitais à l'île du Pas, juste en face de Sorel. Puis en famille, on patinait. Fait que ma mère m'a juste inscrite au club parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à Berthierville. Puis c'est ça, j'ai eu la piqûre quand même assez jeune, là. C'était une façon aussi de me faire des amis au début. Là. C'était pas pour aller aux Olympiques. Non. Mais j'étais quand même assez solitaire. J'étais enfant unique. Fait que ça a comme ça a bien fonctionné avec ma personnalité, là, de juste m'entraîner tout seul dans mon coin et répéter les éléments. Il y a C'est quelque chose il y a quelque chose que je comprends pas dans votre sport. Nous autres, on est là. Non, mais on est là au hockey. On voit les jeunes de 8 ans. Ils mangent un coup, ils tombent, ils restent couchés à terre. Vous autres, vous êtes là en robe ou en pantalon, pas d'équipement, font des pirouettes dans les airs, tombent ses mains, tombent ses genoux, se relèvent, puis ça recommence. Comment ça se. C'est quoi? La première fois que tu fais un saut, tu dois faire comme. Les parents doivent être nerveux tout le long. Ça n'a même pas d'allure pour elle. Pourquoi vous Ben, avez pas de casque, Joanie? Ça, mais ça on aussi. en a quand on est jeune. Mais c'est sûr que ça va mal avec le casque et tout l'équipement de faire des sauts. Mais quand j'étais jeune et que je commençais des nouveaux éléments techniques que je ne maîtrisais pas, je me souviens, j'avais une espèce de couche que je mettais par-dessus mes leggings, toute padée avec des coudes, mon Ah, casque. On avait des harnais aussi. Ah ouais, c'est vrai, ils ont eu la On pouvait s'attacher, puis notre coach nous aidait à sauter. Mais par la suite, là, non, c'est sûr que c'est pas très aérodynamique, là, ah non, c'est. l'équipement de joueur de hockey. C'est tellement un beau sport, puis on dirait que c'est pas tout le monde qui connaît la préparation. Ça ressemble à quoi, mettons, une semaine, là, la journée d'une compétition, les repas, y a-tu une petite sieste d'après-midi comme les joueurs de hockey? Ça fonctionne comment, ce spectacle-là, dans le fond? Mais c'est vraiment différent de ce qu'on voit en compétition puis à l'entraînement. Là. À l'entraînement,
On n'a pas de l'air de ce qu'on a l'air en compétition. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de sueur, puis beaucoup de larmes. Des fois, le stress la semaine avant de partir pour la compétition, c'est quand même intense, mais c'est ça, on a de l'entraînement hors glace en gymnase, on a des cours de danse, on a du stretching, puis on a de l'entraînement sur la glace. Une journée type de compétition, c'est quand même pas mal plus relax. On fait un petit entraînement le matin, on retourne à l'hôtel, on se couche un peu. Après ça, on se lève, on fait notre maquillage, nos cheveux, ça fait partie de notre soir. On se rend à l'aréna, puis là, on a un petit échauffement de 6 minutes, puis on fait notre routine. C'est simple que ça, hein? Ça arrive vite pareil. C'est la même chose, c'est des qualifs, puis là, vous passez par des championnats du monde pour vous rendre aux Olympiques, c'est ça? C'est la même chose que dans le fond patinage de vitesse ou autre? Pas mal, oui. Souvent, les qualifications olympiques, c'est l'année d'avant aux mondiaux. Puis pour se qualifier pour les Jeux, c'est souvent un cumulatif de toutes les compétitions de l'année. Fait que la fédération garde ça en tête. Puis le championnat national là, qui est juste avant, qui est souvent en janvier, là, juste avant les Olympiques. Y a-tu comme une petite bagarre en coulisses là, qu'on voit pas, comme Blaze of Glory, mettons, là, des stare-down en arrivant à l'aréna, puis... Ben, indirectement, C'est sûr là, que mais oui. c'est pas comme dans les films, mais c'est sûr que des fois, il y a des petites bitcheries, là, si je peux dire. Ouais. Des coups bas. Surtout les filles, on dirait que c'est plus difficile que les gars. Les gars, c'est du genre à dire Hey, good job, on va prendre une bière après. Puis peut-être pas littéralement une bière, mais les filles, c'est un peu plus sournois, je dirais. Mais en même temps, quand on fait la transition au spectacle, ça change tout. Puis il y a des filles de mes rivales que j'aimais vraiment pas, même j'avais quasiment peur d'elles. Puis on arrivait en spectacle, puis j'ai dit à un moment donné, je disais, hey, toi, là, tu me faisais peur quand on compétitionnait ensemble, tu avais tout le temps l'air bête, tu regardais, puis ça glace, tu laissais pas de place. Puis elle me dit, ah ouais, moi aussi, je pensais à la même chose de toi. Puis on devient plus amis. C'est ça qui est drôle. On vit tout un peu la même chose intérieurement, mais on n'ose pas trop se le dire. Mais non, ça reste quand même cordial, je dirais. OK. Est-ce que, tu sais, on parlait l'autre fois, on a Marie-Ève Dicker qui est avec nous autres chaque semaine, puis tu sais, la boxe, c'est un sport qu'il y a des juges. Patinage artistique, c'est un sport qui a des juges. Est-ce que tu trouves qu'on devrait trouver une nouvelle méthode de cotation ou de gérer, d'évaluer les performances? Ben, c'est vraiment dur de juger quelque chose qui est subjectif à la base. Tu essaies de mettre des pointages plus objectifs, des petits barèmes, mais c'est sûr que tous les juges ont leur propre biais. Rendre ça plus objectif. Ils vont toujours trouver une façon de mieux noter le patineur qui aime. Ça reste qu'il y a un côté subjectif, c'est des émotions que tu fais vivre aux gens. Il y a des trucs, ça s'explique pas. C'est comme une pièce d'art. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres moins. Fait que, il y en a pour tous les goûts. C'est sûr qu'il y a des critères assez stricts. Par exemple, un atterrissage sur 2 pieds, une main à terre ou un atterrissage où il manque de rotation. C'est facile à noter. Ouais. Mais à quel point ça devrait valoir plus ou moins que l'autre patineuse qui a zéro composante artistique? C'est pas facile. Je pense qu'ils essayent. On fait beaucoup d'efforts. Ils ont changé le système de pointage qui est rendu super mathématique. Il y a des coefficients de difficulté, des facteurs multiplicatifs. Si tu le fais en deuxième moitié de programme, ça devient super complexe. Je sais pas à quel point c'est mieux, mais je trouve que c'est quand même un beau sport, puis il faut quand même l'apprécier malgré l'aspect qui est jugé. Puis des fois, c'est ce qui fait un peu le drama, je dirais, quand le pointage sort, puis c'est pas ce à quoi on s'attendait. À quel point c'est difficile de mémoriser justement une routine. Pour nous autres, ça a l'air compliqué à mort, mais pour vous autres, c'est plus dur d'apprendre un livre en médecine ou une routine? Je pense que le livre. Hein? Mettons, question stupide. Mais, c'est moi qui les pose d'habitude. D'habitude, c'est ta job à toi. Laisse-moi lire. J'en J'en ai une niaiseuse après pour t'aider. OK, vas-y. Vas-y, on va y faire ça. OK, on va regarder. Répondre à la première question niaiseuse ou j'attends la deuxième? Non, vas-y à la première, puis si j'ai pas oublié la mienne, je la poserai. Mais des fois, oui, on peut changer le planning en cours de routine. Par exemple, si on rate un saut où on avait prévu faire une combinaison, on peut se dire, je peux le remettre au suivant, mais il faut quand même calculer dans sa tête parce qu'il y a des moves qui peuvent être un peu délétères. Fait qu'il faut essayer de maximiser ses points
tout en gardant le sourire et en continuant notre routine. Mais heureusement, on avait une mathématicienne qui avait été engagée par notre fédération qui nous faisait des plans A, plan B, plan C. Fait que si ce scénario-là se produit, tu fais ça pour maximiser le reste. Si ça ne marche pas, tu fais ça. Fait qu'on avait déjà ça en tête là, avant d'arriver en compétition, mais il y a toujours des imprévus, puis des fois, il faut improviser. Je savais pas ça du tout, honnêtement, c'est bon. Moi non plus, je savais pas. Tu vois, c'était pas niaiseux ta question. Parce que ma question a l'air encore plus niaiseuse. Est-ce que ça vous dérange vraiment? Puis sinon, pourquoi le gars, il chuchote à la télé quand il fait vos sauts? J'écoute, il chuchote. Je suis comme, lève le son, t'entends pas. Mais pourquoi il parle pas fort? Il est en studio à Montréal, la compétition. Non, mais c'est niaiseux comme question, mais c'est vrai, je me suis toujours demandé, c'est-tu parce que c'est le sport pour garder un professionnalisme ou... Tu peux dire que c'était niaiseux, mais c'est pas grave. Non, je pense que c'est son style. Okay. C'est pour que les gens s'approchent de la télévision, puis là, ils hurlent, puis là, les gens... OK. Il y a des émotions. Il y a le cœur qui... Faut que je m'approche de la télé. Okay. Je comprends pas ta question. Non, mais c'est vrai, t'écouteras. Le triple saut piqué. Si je dis même pas les bons mots. Non, vas-y. Le triple double piqué. Joanie Rochette vers le coin. Elle croise. Oh, le saut! Tourniquet! Réussi! Non, c'est pas bon? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tourniquet, non? C'est bon, tourniquet? Oui. Et voilà. Et voilà. Moi puis Joanie Gatsby, on se comprend. Je pense que ça répète son coach. C'est ce que j'aimerais ça qu'elle analyse ton coup de patin, par exemple. Les genoux trop par en dedans. Il est bien lent, lui, Chris. Wow. Aïe, aïe. On veut rentrer dans un moment glorieux de ta vie, mais difficile aussi. On n'a pas le choix d'en parler, je pense, les Jeux olympiques que tu as vécu à Vancouver. Ramène-nous dans ces deux clashs d'émotions-là que tu as vécu dans cette semaine-là. Ah, j'ai l'impression que j'en ai tellement parlé. Ouais. C'est comme l'histoire de ma vie qui m'a un peu fait connaître au monde, au Québec. Ouais. Mais c'est sûr que oui, ça a été une période quand même assez difficile. C'était inattendu. Je m'y attendais pas. Puis en plus, j'étais tellement concentrée sur les Olympiques. J'avais un peu des œillères. Je voyais pas tout ça autour. Puis quand mes parents sont arrivés à Vancouver, je me suis dit, j'étais supposée souper avec eux ce soir-là, mais j'étais occupée. J'ai remis ça au lendemain. Puis le lendemain, il n'est jamais arrivé. Mais en même temps, je ne veux pas définir les Jeux olympiques juste avec cet événement malheureux-là. Je pense que j'en ai quand même profité. J'ai quand même célébré avec... il y avait des gens de ma famille qui étaient là, des amis de la famille. Ma première coach qui m'a enseigné quand j'étais à Berthierville était là avec son mari. Fait qu'on a quand même profité, on a quand même eu des bons moments ensemble, mais c'est sûr que ma mère, c'est une personne qui était centrale dans ma carrière. Depuis que j'étais toute petite, elle m'accompagnait partout. Je connais pas quelqu'un aussi dévoué que ça dans la vie, qui s'est vraiment dévoué à mon sport. C'était un objectif, je pense, qu'on avait ensemble. Puis, ouais, c'est sûr que c'était vraiment triste qu'elle soit pas là. Je pense qu'elle aurait été vraiment fière de voir ça de ses yeux, de son vivant. Je sais que tu en as parlé beaucoup, mais j'ai une question. Dominique Ducharme qu'on a reçu, puis il a fait beaucoup d'entrevues aussi que il y a eu le décès de son père durant un tournoi, je pense que c'était les U18 en Finlande, je pense qu'il était ou whatever. Mais il disait que le Hockey Canada, il a dit si tu veux t'en aller chez vous puis pas finir le tournoi, c'est correct. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton là-bas que tu as dit je suis peut-être pas capable de compétitionner? Tu en as sûrement déjà parlé, puis mais c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Je suis comme mal à l'aise, mais c'est ça. Ben non, c'est un certain moment où je me suis demandé si j'allais être capable. La fédération ne m'a pas mis de pression, bien sûr. Ils m'ont dit c'est ta décision, on va te soutenir, peu importe ce que tu choisis. Fait que non, j'ai pas senti de pression de ce côté-là, mais j'en ai senti de ma grand-mère qui m'a dit hey, arrête de brailler, patine, c'est ça que ta mère voudrait. C'était assez clair. Je l'ai appelée quelques heures après le décès de ma mère. Elle était déjà au courant, puis je pleurais au téléphone, puis elle m'a dit allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu pleures? Arrête de pleurer, là. C'est pas le temps. Wow. Ma grand-mère qui était une femme très tough, là. Ça m'a vraiment fait rire, puis ça m'a comme un peu sorti de cette tristesse-là. Mais... C'est justement ce qui m'intéresse. Moi, tu sais, je veux savoir, on le sait, là, ça devait être incroyablement difficile, mais quand tu as tourné à Switch On, là, que tu as décidé que tu t'en allais gagner une médaille aux Olympiques, puis que tu t'en allais le faire probablement pour ta mère,
C'est quoi le déclic? T'étais où? T'étais dans ta chambre? Je sais pas. Tu regardé dans le miroir et t'as dit c'est assez, on s'en va gagner ça, puis that's it, that's all, puis tu t'es essuyé les larmes, puis t'es parti, ou il n'y avait pas de concentration, puis t'es juste allé patiner avec ton cœur? Comment que c'est arrivé? Ouais, je peux pas te mentir et te dire que j'ai eu un genre de moment, un defining moment comme ça, là, que je me suis regardée dans le miroir et je me disais, OK, on y va. Mais Il y avait juste moi qui non, faisais ça avant la game, hein? peut-être que j'aurais besoin de ton speech de motivation. Mais non, je pense que je suis juste, je me suis dit, je vais juste patiner. C'était vraiment plus dans les cartes, là. Je me disais, hey, d'embarquer sur la patinoire, ça va déjà être bien. Puis après le programme court, quand j'ai fini troisième, je me suis dit, hey, c'est quand même possible encore parce que mon programme court, ça a toujours été un peu ma bête noire. Ouais. Puis le programme long m'avantageait un peu parce que je faisais 7 triples sauts alors que d'autres filles qui en faisaient juste 6. J'avais un peu plus une marge de manœuvre. Fait que c'est après le programme court que je me suis dit, hey, c'est encore possible, tu es en bonne position. Euh, la médaille est quand même à portée de main. Puis c'est là que j'y ai cru un peu plus parce qu'avant d'arriver sur la glace, pour mon programme court, j'avais plus de jambes, puis je me demandais si je savais encore patiner et faire un croisé. J'étais pas toute là, mais je pense que c'est dans ce temps-là que tu réalises à quel point tu On étais est chanceux fort. d'avoir un bon entraînement, puis d'avoir été forcé à faire ton programme, même si tu avais la grippe, tu avais mal partout. Je pense que c'est un automatisme qui se développe, puis la musique débute, puis ton corps, il sait quoi faire dans le fond, puis c'est pour ça qu'on s'entraîne. Comme athlète olympique, as-tu été impressionné cette année? On a vu l'histoire de Maxence Parot là, qui est revenu du cancer, gagne une médaille olympique. C'est une histoire exceptionnelle. Puis tu as vécu une déception dans même. Un peu comme. C'est un peu une histoire semblable. Ça doit te toucher des histoires comme ça? Ben là, c'est sûr que moi, j'ai pas vécu de maladie comme Maxence a vécu, mais c'est sûr que ça m'a touché, ça m'a impressionné de voir comment il a surmonté ça. Et c'est toute une nouvelle, là, se faire dire que tu as le cancer. Puis, c'est ça, faire toute la chimiothérapie, affaibli, puis retourner quelques mois plus tard, s'entraîner, puis gagner là, des médailles aux X Games puis aux Jeux. Chapeau, c'est vraiment c'est impressionnant. C'est un bel exemple de quelqu'un qui se laisse pas abattre par la maladie, là, puis qui veut quand même continuer de profiter de la vie, puis qui croit encore en ses rêves. C'était vraiment beau à voir, je pense. Ah non, c'était exceptionnel. Puis Ça fait du courage. je prends 30 secondes parce que j'ai géré une équipe Collège Charlemagne durant 7 ans. Puis on a un jeune qui a été repêché en deuxième ronde l'an passé pour les Voltigeurs de Drummondville qui a 16 ans, pour les Riverains Midget 3, qui vient d'apprendre qu'il est atteint de cancer, de leucémie. Puis je veux juste dire qu'on pense à lui, qu'on l'embrasse, Ouais, puis qu'il qu'il y a des histoires qui peuvent le réconforter, puis lui donner espoir qu'il peut non seulement battre le cancer, mais aussi performer au niveau de son sport. Fait que je veux juste y envoyer nos pensées puis dire qu'on l'embrasse, qu'on l'aime beaucoup. Non, exactement. Je vais te demander, on a parlé avec Marie-Ève de dopage un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, la jeune patineuse russe, justement, là, que la pression qu'on a mise sur elle, que tout l'événement qui est arrivé, c'est pas facile, mais je veux ton opinion là-dessus en tant qu'ancienne patineuse. Ben, je peux pas croire qu'on l'ait laissé participer à la compétition. En même temps, je comprends le processus judiciaire qu'il y a derrière ça, je le respecte aussi, mais le fait qu'il y ait eu un si long délai du laboratoire, puis de se faire dire quelques jours avant sa compétition, ah, ton échantillon était positif, c'est dur pour elle, mais c'est dur aussi pour toutes les autres compétitrices. Puis je pense que avec le précédent qu'il y a avec la Russie, on sait qu'il y a un dopage systémique là-bas. Un dopage là-bas, il y en a. Je me demande si c'est juste elle ou les deux autres Russes qui étaient avec elle, peut-être sont dopés aussi, on ne sait pas. Mais pour elle, je trouve ça triste parce que je pense pas que c'est elle qui a décidé à 15 ans de prendre ces substances-là. C'est surprenant. C'est ça, c'est comme la victoire, mais à quel prix? À un moment donné, le sport, faut qu'il reste sain, je pense. Puis des fois, ça va un peu trop loin. Puis ça met une pression immense. Puis même si on ne parle pas du doping, j'ai vu des reportages des jeunes filles russes de cette école-là. Puis ils se font dire par leur coach de ne pas boire d'eau à ma compétition pour être plus légère. Fait qu'à un moment donné, je pense que ça va trop loin. Mais
d'un autre côté, j'étais un peu contente qu'elle termine quatrième et que les trois autres filles puissent recevoir leur médaille au jeu. Si elles terminaient sur le podium, il n'y aurait juste pas eu de remise de médaille pour personne. Ouais. Puis il y a l'événement par équipe en patinage où il n'y a pas eu de remise de médaille. Ils sont encore en attente. Ça se peut que dans 6 mois, ils se fassent appeler « Ah, finalement, l'équipe canadienne, vous avez une médaille de bronze. » C'est pas la même chose que recevoir ta médaille au jeu, tu sais. Ouais, non. Ça te vole un peu ton moment. Ouais, moi j'étais complètement en désaccord de ça, là, qu'il y a un qui paye parce que la jeune puis la Russie a décidé de ça. Au final, je pense que le meilleur scénario est arrivé. J'étais vraiment entre deux parce que c'est pas à faute de la pauvre fille de 15 ans, là, honnêtement. Là. Je suis d'accord, mais imagine la fille de 17 Ouais, canadienne, c'est encore pire. Je trouve ça plate pour tout le monde. Je veux savoir... T'es bien sensible à Doudou à soir, là. On a-tu une petite couverte pour lui? Toi, il froid, quelque chose? Arrête de niaiser. Je veux savoir, on parlait d'anecdotes aujourd'hui, puis ça, quand je te textais, puis tu me disais que tu as oublié tes patins lors d'une de tes compétitions, au début de ta carrière. Ça, je veux entendre là-dessus, parce que j'ai déjà vu un gars perdre sa job au hockey à cause de ça. Ah ouais? Il a oublié ses patins pour un match, puis ça a fini là. Je nommerai pas le nom. Ben oui. Non? Ben là, on veut un nom. Ouais, voyons, un podcast site de même. Non, je peux pas nommer. Donne-moi les initiales. Non. MP. MP? Oui, mais je vais attendre. MP. À quel niveau? Quelle équipe? Non. Dis-moi l'équipe. Arrête. Joanie est là. Oui. Excuse, Joanie, on s'en va. Même Joanie a dit, ben là, on veut le savoir. Oui, c'est ça. Je connais sûrement pas cette personne, mais je suis quand même que. Je peux pas croire que tu dis non, Joanie, c'est notre invité. Je peux pas, je suis désolé. J'ai trop parlé. Pardonne-moi à guitare, je te donne un cadeau. MP. Bon, ben, Guillaume, tu peux continuer à. Je vais chercher. Si j'ai les yeux en l'air, c'est parce que je pense. Ouais. C'est correct. Tu les as pas souvent en l'air, moi, t'as le dit. Bon. Mais non, dans mes premières compétitions internationales, j'étais junior. On s'en va à Courchevel pour un junior Grand Prix. Puis on prenait un genre de funiculaire pour descendre à l'aréna parce que la route était vraiment très sinueuse, puis ça donnait le mal de cœur. On arrive à l'aréna, je fais mon échauffement, j'ouvre ma valise, juste un patin, en panique. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas comment j'ai fait mes bagages. J'étais jeune, faut croire. J'avais peut-être 15 ou 16 ans. Pas si jeune, mais bon, on va dire. Puis ma coach a fallu qu'elle retourne dans la minivan, dans le petit chemin sinueux, aller chercher mon patin manquant qui est arrivé genre 10 minutes avant qu'il fallait que j'embarque sur la glace. En compétition. Mais ça avait bien été. Ça m'avait pas trop chamboulé. J'adore ça. C'est pas super. Au hockey, on a une deuxième paire. Ah ouais, tout le temps? T'avais ça, toi? T'avais ça, toi? À part le gars qui a perdu sa job, lui. Hey, moi, j'ai appris cette année qu'on pouvait faire des coupes spéciales profilées pour les joueurs. Maxime m'a appris ça cette année. Chris, j'ai joué, j'en reviens pas. Hey, Joanie, sérieusement, là, t'es une spécialiste de patinage et tout ça. Quand tu regardes des joueurs de hockey, parfois, dans ta tête, tu dis, hey boy, qui patine mal. Je sais pas non, ça. je trouve qu'il patinait quand même vraiment vite. Ah, merci. Je me suis toute équipée il y a une couple d'années parce qu'il y avait un genre de séminaire organisé avec les Canadiennes. J'ai peut-être joué 3 fois à date, là, mais je suis vraiment impressionnée parce que c'est pas si facile que ça. Le patin de hockey, le bâton, regarder en avant, pas perdre la puck. Non, chapeau. On pourrait-tu faire un challenge à un moment donné comme toi en joueuse de hockey puis Guillaume qui fait une pirouette en patinage artistique? Je sais pas, ça serait bon. Les gens sur le chat adorent. On pourrait faire Joanie contre Marie-Ève, mettons? Non. Deux qui sont pas spécialistes de hockey. Guillaume, je veux te voir faire un triple saut. Une petite pirouette. Là. En gros, je suis allé me chercher une bière, tantôt je t'ai essoufflé. Imagine-moi faire des triples double piqués. Ça existe, ça? J'imagine déjà ton patin à l'atterrissage. Non! Faut-tu genre les petits pics blancs, les patins blancs, tout, là? Ouais. J'aime ça. Mais il y en a des noirs avec des pics. En plus? Hey, ouais. C'est quasiment réglé. Est-ce que je suis obligé d'être en legging très serré? Oui. Toi, dans le fond, tu te crises bien de mon saut. Tu veux juste que je sois un petit legging. Ouais, exactement. Je pense que le chat aussi. Je m'excuse déjà pour les patins et les leggings. Ah, ouais, on s'excuse, Joanie, on s'en prend. T'es bien indiscipliné à soir. Vas-y. Tabarouette. On passe, Joanie, on a un segment qu'on appelle, encore une fois, je m'excuse, on se vide le sac. C'est toujours concept avec la poche bleue, fait que c'est très important. C'est quelques petites questions sur ta vie, puis tu réponds à... 3 minutes. Ça dure 3 minutes, ça fait pas mal. C'est pas comme une anesthésie, ça fait pas mal. C'est simple. Mais tu réponds à une des questions qui sont sa slide. Fait que là-dessus, c'est expérience personnelle. Ta première journée au bureau,
un souvenir au hockey ou dans le sport, puis ta plus grande phobie. Un des trois là-dedans. Hey boy! Je sais pas, peut-être souvenir au hockey. C'est la thématique. Dans le fond, il faut que je raconte une anecdote. Ouais, parce que si tu fais juste dire anecdote au hockey, c'est plate. Ouais, j'avais participé avec RDS, il avait fait une genre de journée habilitée avec Kovalev. Puis je suis comme une grande fan de Kovalev. Il a déjà dit plusieurs fois dans des entrevues qu'il avait fait du patinage artistique. Fait que je suis allée à cette journée-là avec mon équipement de hockey qui m'a servi 3 fois. Puis c'est ça, Alex Kovalev, il a fait des genres de lunge, des petites arabesques avec son bâton de hockey. Puis j'ai trippé là, de le voir manier la rondelle. Puis d'essayer de me montrer une couple de petits trucs. J'ai vraiment aimé ça. Mais lui c'était vraiment un magicien, là, pour vrai. Là. Patinage et contrôle de rondelle, habileté de tir, c'est perfect hockey player. Merci beaucoup, Guillaume. Excuse pour les gens, j'ai parlé en anglais, joueur de hockey parfait. On va passer à la deuxième slide. Après ça, il en reste juste une. Côté voyage, meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif auquel tu as assisté ou un foursome de golf de rêve. Avec qui tu aimerais jouer au golf? Oh boy. Hey, là, vous auriez dû me préparer là, pour ça. Ah non, c'est la beauté de ce segment-là. C'est ce qu'on aime. On aime le malaise, fait que là, t'es comme, faut que je trouve une... Là, ça se peut que tu dises la mauvaise histoire, tu sais. Meilleure anecdote de voyage. Ça compte-tu si j'ai comme... Là, Joanie, t'as pas le droit de prendre le 50-50 ou d'appeler un ami, hein? Je vais juste te le dire, là. OK, non, meilleure anecdote de voyage. À un moment donné, j'avais une escale à Francfort. Puis pour revenir au Québec, c'est dans le temps de Noël, puis il n'y avait pas beaucoup de vols disponibles. J'arrive à Francfort. On avait fêté un peu fort les jours avant. Je manquais beaucoup de sommeil. J'avais 3 heures à Francfort. J'arrive dans le lounge. Je vois une belle petite chaise longue. Je me dis, je vais être bien faire un petit nap ici 2-3 heures. Je mets mon alarme. Je me couche. Je me réveille, top shape. Il fait noir dehors. Je regarde mon sel. J'avais manqué mon vol de comme 4 heures. Là. J'avais dormi 7 heures de temps sur cette chaise-là. Il n'y avait plus de vol pour rentrer au Québec. J'allais manquer Noël. Je braillais ma vie. Je ne sais pas si c'est la meilleure anecdote de voyage. C'est bon, c'était pour Noël en plus? Ouais. Ouais. Ça, c'est ta foi dans ta barouette. Non, ça, c'est mais pas... j'avais réussi à me trouver un autre vol avec quelques connexions. Puis j'étais revenue à temps pour Noël, là, mais j'ai failli manquer ça. Tout ça pour une sieste sur une chaise, honnêtement. Là. Elle était vraiment bonne, la sieste. Ouais. Elle était vraiment très réparatrice. J'allais partir sur une conversation de sieste avec Joanne. Je peux pas. Non, je vais pas là. Troisième slide, s'il vous plaît, Simon. La vie privée. Anecdote d'une date. Ta meilleure rencontre avec une personnalité ou autre, t'en as sûrement eu beaucoup. Un moment embarrassant dans ta carrière ou un crush secret. Sauf les animateurs. T'as trop plus de réponses. J'ai enlevé les réponses. Je pense qu'elle est en train de demander l'aide de la foule là, parce qu'elle a éliminé le 50-50 tantôt. Si j'attends que le 3 minutes s'écoule, est-ce que je suis obligée de répondre? Ou... Non, tu peux attendre. On va attendre nous autres aussi. Parce que là, on peut choisir pour toi aussi. Hein? Oui. Attends un peu. Prends ton temps, on n'est pas pressé. C'est le monde du podcast, il n'y a pas de stress. Je peux même chanter si tu veux pendant ce temps-là. Tu sais. OK. Ouais, ça pourrait être. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux. Joanie, peux-tu prendre une question? OK, je me grouille. Une de mes amies m'avait c'était une date avec un gars qui venait de la France, puis c'est son au restaurant. Puis à un moment donné, ça fait peut-être une couple d'années. Puis à un moment donné... J'adore! Attends une minute. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Ça fait peut-être une couple d'années. Non, mais c'est juste un peu gênant parce que le gars, il savait pas si j'étais qui en tant que personnalité publique. On avait juste une date normale.
Puis la fille à côté est venue me voir, puis elle est venue me parler des Olympiques, puis tout ça. Puis c'était juste vraiment... Ça a créé un petit malaise. Puis moi, je pensais que c'était comme incognito, puis ça. Puis finalement, ben, ouais, OK. Commence à me poser des questions là-dessus, puis on dirait que je voulais juste éviter ce sujet-là, mais bon. Ça, c'était carré, ça. J'adore ça. Le gars, il vient de l'extérieur, t'es comme, ça va être smooth, personne ne va se douter de rien. Mais ça, c'est la beauté des masques aujourd'hui. Ça commence à faire loin pour Tinder de partir de la France jusqu'ici pour un souper. Calisse, ton rayon... Hey, t'avais mis ton rayon large. Combien de kilomètres? Outre-mer. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je suis content qu'on ait fini les slides et qu'on peut juste remercier Joanie. Merci, Joanie. On s'excuse. D'après moi, on va dire, les gars, je reviens plus. Non, sérieusement, Joanie, on te remercie énormément. C'est super le fun. Puis on sait qu'on a ramené des souvenirs, des anecdotes. Ça fait longtemps. Mais il y a une nouvelle génération aussi qui sont intéressés d'entendre ça. Puis tout ça. Puis le challenge en passant pour jouer au hockey, puis Guillaume patine en leggings, ça tient toujours. Si jamais le monde, il aimerait ça. Le monde aimerait beaucoup ça. Si jamais ça t'intéresse, ça sera dans 2 ans au pire, là, mais on va le faire. Ah ouais. On va le faire, c'est sûr. J'ai-tu le droit de dire oui ou non? Je veux te voir en leggings, Guillaume. Je peux me mettre juste en leggings. Que ce soit en patinage artistique ou en lutte, je veux te voir en leggings. Tu vas animer le prochain show en leggings, est-ce que je comprends? C'est un challenge, ça. Ouais, mais c'est comme j'ai le droit de le refuser. On en discutera demain. Merci beaucoup, Joanie. Bonne soirée. Profite de ta journée de congé. C'est vraiment le fun. J'aime ça vous regarder. Quand j'écoute le hockey rarement, mais quand vous êtes là, c'est toujours le fun. Fait que bravo. Puis merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye Ciao. bye. Viens-tu juste envoyer un C'est ça, je me suis dit. J'ai dit, Chris, j'ai-tu envoyé un bec? Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais, man? Thank you! Thank you! Tu es rendu un joueur de baseball. Il a frappé un coup de circuit. Il a fait. Qu'est-ce que tu fais, sérieux? Là, je vais te donner le temps de t'expliquer. Merci, les gars, vous êtes bien gentils. Non, mais toi, tu l'as trouvé ton moment embarrassant là, pour si jamais tu as une entrevue à poche bleue. Là. Qu'est-ce que tu fais, man, d'envoyer un bec? Je ne comprends pas. Ciao!